1-0. Chazak ou Aour. Allez, on va démarrer directement dans le vif du sujet. Ok. Comme ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé, donc on va le redire une bonne fois, pas pour toutes, parce qu'on va sûrement le répéter une autre fois. Quand on parle de Chassidout, on ne parle pas des Lubavitch. Ok. De la même manière, quand on étudie la Gemara, c'est pas fait pour les Araméens, c'est pas fait pour les Babyloniens, c'est pas fait pour les Perses, c'est pas fait pour tout cela. La Gemara, c'est de la Torah, sauf qu'elle a été faite en Perse et en Babylone. C'est tout. De la même manière, la Mishnah n'est pas faite pour les Israéliens, elle a été faite en Israël à l'époque de Rabbi Yehuda Hanassi. De la même manière que quelqu'un qui va pas étudier le Kaf HaChaim parce qu'il n'est pas de Bagdad, ça tient pas la route. De la même manière que on va pas étudier les Tosafot parce qu'il n'est pas français, un Américain, un Juif américain, il va pas étudier les Tosafot. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas français. Ils sont français alors que les Américains ils sont américains. De la même manière qu'on ne va pas étudier le Rambam parce que je ne suis pas espagnol, ou parce que je ne suis pas passé par Fès, ou parce que je ne suis pas israélien, ça ne tient pas la route, parce que la Torah c'est la Torah. Après, bien évidemment, je ne suis pas obligé d'aller selon la chita du Rambam, je ne suis pas obligé d'aller selon la chita du Tosfot, tout simplement parce que moi j'ai mon Rav. Donc après, je peux me dire que je n'étudie pas le Rambam, parce que je ne suis pas espagnol, ou je ne suis pas... en face, très bien. Comme ça, je vous ai dit. Et donc, de dire que je n'étudie pas le Rambam parce que je ne suis pas espagnol, je n'étudie pas, je ne tiens pas de la Shida du Mechab parce que je ne suis pas israélien, ou pour notre... C'est absurde. De la même manière, quelqu'un qui va dire que je n'étudie pas Chassidut Chabad parce que je suis Sfarad, surtout après tout ce qu'on a étudié, ou parce que je ne suis pas Lubavitch, ça ne tient pas absolument la route. Okay? Donc ça, c'est le premier point qu'on doit avoir clair en tête. Tout ce qu'on va étudier, c'est quoi la Chassidut Chabad? C'est quoi la Chassidut Chabad? Mais je peux étudier Chassidut Chabad sans être Chabad. Je peux étudier Chassidut Chabad sans avoir le chapeau. Je peux étudier Chassidut Chabad évidemment sans être Ashkenaz, etc., etc., etc. Alors maintenant, on rentre dans le vif du sujet. C'est quoi l'ADN? Qui peut me faire un petit pchat sur l'ADN? C'est les ondes de la personne. C'est les quoi? Les ondes que la personne dégage. Les os? Les ondes que la Les personne ondes? dégage. Non, c'est pas vraiment les ondes. Le DNA. C'est l'essence. Et là, c'est l'essence, pas mal, très bien. Et il y a une particularité de l'ADN. Parce que même l'essence, on ne sait pas si on va bien réussir à comprendre c'est quoi l'essence. Mais l'essence, c'est le mot. C'est le mot. Alors peut-être il faut aussi comprendre la définition de c'est quoi l'essence de quelque chose. En vérité, l'ADN, c'est l'essence. Et c'est quoi l'essence de quelque chose? En vérité, l'essence de quelque chose, l'ADN en particulier, en l'occurrence, a une force toute particulière. Alors juste avant, j'ai oublié de rappeler ce qu'on avait étudié il y a 2 semaines ou il y a 3 semaines. On avait dit que dans chaque chose, il y a la neshama et il y a le corps. Le corps, il a une neshama. On est d'accord? Donc le corps est composé de 2 choses, la neshama et le corps. Est-ce que dans une chaise, il y a la neshama et il y a le corps? Alors si on aurait été chinois, on aurait pu dire le yin et le yang, l'esprit et le matériel. Est-ce que dans une chaise, il y a le corps et la neshama? Il y a la forme et la chimouche. Le corps de la neshama va être la forme extérieure. Le corps de la chaise va être la forme extérieure. Et la neshama va être la partie qui n'est pas liée directement avec la forme, mais liée avec la définition ou la notion. C'est les lettres alors La neshama d'une chaise, c'est quelque chose sur lequel on peut s'asseoir à hauteur où le corps et les pieds vont être plus ou moins au carré. Ça, c'est une chaise. La définition de la neshama, en fait, c'est pas pour toute chose ou pour tout être la même, alors. Alors, 2 secondes. D'abord, la neshama, c'est quoi? Après, on va voir que la neshama, c'est chaque chose à son niveau. Donc, la neshama d'une chaise, c'est quoi? C'est quelque chose qui va être assis et qui va être movible. Parce que si maintenant vous prenez quelque chose dans lequel vous êtes assis, mais si vous êtes bloqué au sol, ça s'appelle un banc. Une chaise, c'est movible. Maintenant, ça, c'est la neshama. Le corps de la chaise, ça va être si c'est du matériau, du fer, du bois, du truc, etc., ça fait tout. La neshama, donc ça, c'est le corps, ça, c'est la neshama. Une table, elle a aussi un corps, elle a aussi une neshama.
Le neshama d'une table, donc c'est la définition de la table. Et le corps, c'est la chitzoniyut, c'est quoi? Donc là, ça va être formé de bois et de fer. Après, ça peut être que du bois, ça peut être que du fer forgé, ça peut être aussi du verre, ça peut être ce que vous voulez. Mais la neshama d'une table, c'est être à une certaine hauteur où la personne peut s'asseoir. C'est sa vocation. Vocation, on pourrait dire vocation, ça c'est la neshama. Donc la vocation de la table, c'est ça. Son utilité. Son utilité, c'est le neshama, etc., etc. La forme extérieure, dans chaque chose qui existe, nous avons le corps et la neshama. Dans chaque chose qui existe. De la même manière, nous avons dans la Torah le corps de la Torah, le gouffre de la Torah et la neshama de la Torah. Quelle va être la partie neshama? La partie neshama va être la partie un peu plus profonde, qui s'habille un peu moins, qui est plus épurée, qui est plus pure, tout simplement. C'est-à-dire qu'elle s'habille moins dans les faits. Elle va plus être quelque chose un peu plus la vocation. Donc la vocation, par exemple, de la Torah, par exemple, pour tous les gens avant qu'on va étudier Chassidut, la vocation de la Torah, ça pourrait dire, par exemple, d'arranger l'être humain, un mode d'emploi du monde. Ça va être peut-être la connexion avec Akadosh Baruch Hu. Donc ça pourrait faire partie des vocations et de la neshama de la Torah. C'est quoi le corps de la Torah? Il faut mettre les tefilines le matin, les tefilines, c'est comme ça et comme ça et comme ça, c'est de telle heure à telle heure, etc., etc., etc. Ok? Donc il va y avoir la partie technique et la vocation profonde, et la neshama profonde. Très bien. Donc pour l'instant, on sait que dans chaque chose, Razak pour celui qui a choisi le tableau, pour chaque chose, il y a le corps et il y a l'âme. Donc l'âme et l'esprit ou la vocation, c'est comme nous. Très bien. L'ADN, c'est quoi? C'est la neshama? Ben non. L'ADN, c'est quoi? L'ADN, on a dit que c'était l'essence. On va pas prendre essence comme l'essence pour le moteur. On va prendre comme les huiles essentielles. Dans les huiles, on a aussi les huiles essentielles. On peut avoir des huiles essentielles à base de vanille, on peut avoir des huiles essentielles à base de plantes, on peut avoir des huiles essentielles. Alors vous allez me dire, pourquoi on appelle ça, ils sont essentiels? Parce qu'elles sont essentielles? Non, on va y arriver tout de suite. L'ADN du corps. Vous savez c'est quoi sa particularité? Quand vous touchez l'ADN, vous prenez l'ADN de mes cheveux, ça va être le même ADN. Donc évidemment dans le corps, nous avons la matière peau, la matière chair, la matière ongle, la matière os, la matière sang, la matière... le corps est composé de plusieurs couches de matière. C'est l'ADN, mon code génétique à moi, l'ADN de mon corps à moi. Si je prends un morceau de cheveux, je vais retrouver le code génétique. Si maintenant je prends de la peau, je vais retrouver le code génétique. Si je prends autre chose, je vais retrouver le code génétique, etc., etc., etc. Cela veut dire, non. La particularité de l'ADN, il y en a une seule. Et quand c'est de l'ADN, c'est la même particularité pour chacun. C'est là où je prends un morceau, elle existe. Elle est partout, mais elle est totalement invisible. Elle est partout, mais il faut creuser pour l'attraper. Donc l'ADN du corps, dans n'importe quelle partie qui existe dans mon corps, je vais retrouver le code génétique. Donc, à quel moment une ADN est appelée ADN? Pour qu'elle soit un vrai ADN, il faut que dans n'importe quel endroit du corps, je la retrouve. Si c'est un code génétique qui est propre aux cheveux, c'est pas une ADN. C'est le code génétique, le code moléculaire des cheveux. Donc, il n'est que dans les cheveux. Si ce que je trouve comme code, il n'est que dans les cheveux, il n'est pas dans ma peau, c'est le code moléculaire des cheveux. Si je veux avoir le code moléculaire de moi, il faut que je puisse retrouver dans les cheveux, il faut que je puisse retrouver dans la peau, dans les os, dans le sang, dans n'importe quel endroit de mon corps. Lorsque, par contre, je vous donne un exemple, lorsque je vais avoir un code ADN 1, et que maintenant je vais devoir donner un peu de mon sang à quelqu'un, on ne va pas chercher est-ce que l'ADN il est compatible. On va chercher juste est-ce que le code moléculaire du sang est compatible. L'ADN, on n'a rien affiché. Donc, si ça va être O plus ou 0 truc, je ne sais pas quoi, etc. Donc, en d'autres mots, nous allons avoir à l'intérieur de chaque chose
3 niveaux. Le corps, l'âme et l'ADN. Le corps, il n'est que dans le corps. L'âme, il n'est que dans l'âme. Le corps est extrêmement défini. L'âme est moins définie. Donc c'est la définition, la vocation. Donc la vocation d'une chaise, elle peut se retrouver dans une chaise en bois, dans une chaise en verre, dans une chaise en plastique, dans une chaise n'importe quel endroit. Mais une chaise reste une chaise. Et après, dans un troisième point, c'est l'ADN. La particularité de l'ADN, c'est quoi? C'est que si maintenant on prend un corps humain, évidemment je ne sais pas bien dessiner, mais si nous allons prendre un corps humain, eh bien l'ADN, il est où? Il est partout. Il est partout. Il est partout. Tu le vois? Non. Parce que pour l'ADN, il faut faire comme avec l'huile. Il faut prendre un truc, il faut l'écraser très fort pour aller chercher, pour aller sortir l'ADN. Comme maintenant, imaginons maintenant que ça c'est de l'huile, ou ça c'est une olive. C'est quoi sortir de l'essence? C'est prendre chaque particule de la matière, corps et âme de l'huile, prendre chaque particule et faire sortir son petit bout d'essence. Alors évidemment, dans le cas de l'huile, de l'olive, on va prendre l'essence que de la partie corps, mais elle n'a pas d'âme, etc., etc. Et la chaise, qu'est-ce qu'elle a comme ADN, la chaise? On pourrait dire... l'ADN du bois. Hein? L'ADN du matériau qui compose. Le matériel de quoi Parce que peut-être que dans son ADN à elle, c'est sa vocation, sa définition. Alors, on ne pas l'ADN. Et la preuve, c'est que plus on va dans le design, plus on va dans l'épuré, plus on va se débarrasser de tout ce qui est en plus de la chaise, même dans son corps. C'est-à-dire qu'on on va faire attention que ce soit un seul bloc, un seul truc, etc., etc. Alors maintenant, est-ce que dans chaque chose, même dans une chaise, il y a de l'ADN? Oui, mais peut-être que dans la chaise, ça serait quoi l'ADN? Ça serait la vocation, peut-être. On ne l'appellerait pas ADN, alors. Si, la vocation. Et la preuve, c'est que si maintenant vous prenez une chaise miniature sur laquelle vous ne pouvez pas vous asseoir, vous ne l'appelez pas ADN. Vous ne l'appelez pas chaise. L'ADN, c'est pas la matière première plutôt. Mais l'ADN, c'est La force de l'ADN, mais parce que attention, même dans l'ADN d'un corps, nous allons avoir l'ADN du corps, mais qui n'a rien à voir avec l'ADN de la neshama. Donc dans chaque matériau, il y a l'ADN. Donc dans le corps, dans le corps de la chaise, le seul ADN, c'est quoi, hein? L'ADN, ça va être la molécule. La molécule des matériaux. L'ADN de l'esprit de la chaise, ça va être la vocation, la raison pour laquelle il est fait. Ok? Très bien. Très bien. Maintenant, on est bien d'accord que si maintenant, dans une partie de mon corps, je gratte, je ne retrouve pas le code ADN, c'est ou bien le code ADN je ne l'ai pas, ou bien je ne sais pas le chercher, ou bien je ne le connais pas, ou il y a n'importe quoi. Mais dans chaque millimètre de mon corps, on est obligé de retrouver le code ADN. On est d'accord? Et ce n'est qu'à travers un travail très difficile que je veux le sortir. Est-ce que dans la Torah, il y a un code ADN? Ah voilà. Avant d'arriver à cette question, je voulais vous donner un autre exemple. Ah maintenant, est-ce que quelqu'un a entendu parler de Hillel et Shammai? Toujours pour continuer sur l'histoire de l'ADN. Hillel et Shammai. Oui, c'est deux écoles qui. Non, spirituel. Hillel et Shammai étaient les grands maîtres à une certaine époque de la Mishnah. Un peu, le cours, il est le Nishma de Shalom Ben David. Shalom Ben David. Donc, Hillel et Shammai étaient parmi les grands maîtres de la Mishnah. Très bien. Et cas tout particulier et tout marrant, c'est que Hillel, quasi systématiquement, il était cool. Ah maintenant, je fais exprès de dire cool. Pourquoi je fais exprès de dire cool? Parce qu'en hébreu, ce qu'il faisait Hillel, ça s'appelle kula.
Kula, c'est-à-dire il était léger dans la halachot, il était permissif. Il était cool. Et c'est très possible que le mot cool vient de Kula. Maintenant, comme je sais que vous aimez ça, monsieur, Bien sûr. je vais vous en sortir encore une autre. Oh Shammai, Chamaillerie. il n'était toujours pas d'accord avec Hillel. Et il se chamaillait. Bachamaï toujours. Le mot il vient de là d'ailleurs. Et pourquoi on ne pourrait pas dire que le mot chamailler, arrête tes chamailleries. C'est quoi arrête tes chamailleries? Arrête de faire comme Shammai. C'est certain. Oui ou non? Ça tient la route. On apprend des choses comme ça. Comme ça. Et donc, Hillel et Shammai, lui, il était toujours rigoureux. Bon, on n'a pas trouvé un mot en français sur rigueur et Shammai, on trouve autre chose. Il était toujours rigoureux. Ah, maintenant, question. Est-ce que la Torah, c'est de la logique? Quelque part, la Torah, c'est de la logique. Ouais. Oui ou non? Naasev et Nishma. C'est-à-dire, dans la Torah, dans l'étude de la Torah, il doit y avoir un Nishma, une compréhension. On est d'accord? C'est un parti. Si la Torah, c'est une règle, obligatoirement, il y a une logique. Dieu, il veut qu'on la comprenne. Donc, il a mis de la logique. Très bien. Normalement, la logique, c'est censé être objectif ou pas? Quand on est un tzaddik, si, quelque part, la logique, elle est censée être un peu objectif. Ça, c'est une table. Quelqu'un qui va dire que c'est pas une table, c'est qu'il ne tient pas la route. Donc, il y a certaines évidences qui sont censées être objectives. Question. Si la Torah, elle a été étudiée par ces deux tzaddikim, des gens qui sont absolument objectifs. C'est pas, ils n'ont pas des raisons politiques, il n'y a pas de pouvoir à être ce qu'ils sont. Donc ils ne vont pas nous faire comme les autres qui veulent rien dire, qu'en fin de compte, ils vont baser leur réflexion sur de la clientèle. Il n'y a pas de clientèle. Ici, on étudie la Torah. On est des tzaddik, lui, il était prêt à mourir pour étudier la Torah, etc. etc. Donc on n'est pas dans des choix politiques. Ici, nous sommes dans des choix réels. Qu'est-ce que la Torah veut? Alors là, c'est marrant. Lui, était permissif par défaut. Shammai, il était rigoureux par défaut. Alors, j'ai pas compris. Ils sont objectifs ou ils sont subjectifs? Objectifs les deux. Ils sont objectifs ou subjectifs? Objectifs les deux, chacun à leur manière. Ils sont objectifs dans des cas Donc c'est contradictoire ce que vous Non, dites. c'est pas contradictoire. Objectifs tous les deux, mais chacun à sa manière. Non, chacun dans son Ils cas. vont tous dans le même courant de pensée. Chacun, il étudie à sa manière. Alors, Et ils se rejoignent de toutes alors les façons. la réponse va être la suivante. La Chassidut nous dit que Hillel, sa neshama provenait du chesed, la bonté. Shammai, sa neshama venait de Gvura, la rigueur. On ne va pas rentrer tout de suite dans l'explication, mais chesed et Gvura, chesed c'est aller vers l'autre. Donc quand j'essaye d'aller vers quelqu'un, c'est que je suis cool. C'est quoi le pshat cool? J'essaye d'englober, d'arrondir les angles qui entre moi et lui pour qu'on se retrouve sur un point. Je suis tolérant ou pas? Ça rentre dans le point. C'est-à-dire que j'arrondis les angles pour pouvoir matcher entre lui et moi. C'est quoi la rigueur? Ah non. C'est là. Attends, ça va. Non, c'est là. Comme Hillel, sa neshama provenait de Chesed. Donc, l'ADN de sa neshama, c'était Chesed. Tout ce qu'il voyait, il voyait avec des yeux de Chesed. Comme on raconte l'histoire qu'une fois il y a quelqu'un qui voulait se convertir, il est allé voir Shammai. Et il dit, j'aimerais que tu m'enseignes toute la Torah tant que je suis sur un pied. Tant que je peux me tenir sur un pied. Shammai il s'énerve, il fait quoi? Tu crois qu'on étudie nous la Torah du matin au soir depuis 150 ans? En un pied, tu crois que tu vas connaître la Torah? Pour lui, c'était la rigueur absolue. La Torah, c'est infini. En un pied, c'est pas possible. Ça, tu rentres pas, tu matches pas. Il est parti voir Hillel. Il fait, tu as la Torah, vas-y, mets-toi sur un pied. Ok. Ne fais pas autrui ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Le reste, c'est des explications. Allez, vas-y, maintenant, va étudier. Est-ce que c'est toute la Torah? Oui, quelque part. Est-ce qu'il lui a enseigné toute la Torah? Il a encore 2 milliards de pages à apprendre. Qu'est-ce qu'il avait? Il a réussi à trouver le mot qu'il fallait pour englober la personne dans ce qu'il voulait. Tout son ADN, toute sa neshama, elle a été baignée avant de descendre ici, elle a été baignée dans du chesed. En réalité, je ne sais pas si on peut dire qu'elle a été baignée, elle a été créée, fabriquée à travers le chesed. Donc tous les millimètres de son corps, de sa neshama, même les millimètres de son intellect, ils expriment du chesed.
Donc même quand il réfléchit, il est objectif, il cherche le Hémet. Mais il ne peut chercher le Hémet qu'avec ce qu'il a. Et ce qu'il a, c'est du Chesed. Donc lui, il voit le Hémet de la Torah à travers un prisme de Chesed. Il y a marqué, et donc la majorité d'Halachot vont comme il est. Il y a marqué que lorsque Mashiach va venir, on va atteindre le niveau de grandeur, ou un très haut niveau, pour aller les Halachot selon Shammai. Mais aujourd'hui, les Halachot vont selon Hillel. Très bien. Qu'est-ce que je vais vous prouver d'ici? Je vais vous prouver une chose. Que même dans la Neshama, il y a un ADN. Dans tout, il y a un ADN. Mais surtout que lorsqu'on veut dire ADN, même lorsque c'est de l'intellect, donc ça devrait être objectif, l'ADN, il se retrouve partout. L'ADN de Hillel, donc Chesed, se retrouve même dans sa halachot, même dans son mode de vie, même quand il parlait avec un converti, même quand il faisait n'importe quoi, comme on raconte encore une fois avec Hillel. Une fois, il y a quelqu'un qui est venu, Erev Shabbat, il avait fait un pari. Il avait dit, moi, je vais réussir à énerver Hillel. S'il avait fait le pari avec Shammai, c'est sûr qu'il aurait gagné. Moi, je vais réussir à énerver Hillel. Comment tu vas réussir? Maintenant, impossible d'énerver Hillel. Combien vous pariez que j'arrive à l'énerver Hillel? Il est venu à Erev Shabbat. Il était dans son bain à Erev Shabbat pour se préparer de Shabbat. Il est venu, il a dit, Rabbi, j'ai une question. Pourquoi ceux qui habitent dans tel et tel endroit, ils ont les yeux un peu plus plissés? Eh bien, il lui répond Hillel. Pourquoi ceux qui habitent... Bon, mince, il comptait l'énerver, parce qu'on est Erev Shabbat. Erev Shabbat, tu viens, tu me poses la question comme ça, je suis en train de préparer Shabbat. Tu ne peux pas attendre dimanche. Il comptait qu'il faisait ça. Il vient avec une deuxième question. Là, Shabbat, ça commence à faire nuit. Il vient, il fait, oui, mon fils, je t'écoute. Pourquoi les tel et tel gens de telle et telle région, ils ont des pieds plus larges que d'autres? Et il lui répond. Et la troisième, je ne me rappelle plus, il lui répond. Et à la fin, il fait, j'espère qu'il n'y en aura pas beaucoup comme toi en Israël. Alors, il ne les comprend pas. Qu'est-ce que à cause de vous, je viens de perdre tant et tant d'argent. Si tout le monde était comme ça, je ne pourrais pas faire ma vie. Ok? Et donc, même son mode de vie, même la manière comment il réfléchissait, la manière comment il parlait, la manière comment il faisait ça, tout était en mode chesed. Clair? Très bien. Question. Est-ce qu'il existe un ADN? Après, je crois qu'il lui a posé la question. Il lui a dit, mais pourquoi tu es aussi patient? Le même type, non? C'est possible. C'est possible. Alors, c'est quoi la réponse? Non, justement, je me rappelle plus la réponse. C'est pas cool, ça. C'était ça la question. C'est pas cool, ça. Alors, donc, question. Est-ce que il y a un ADN dans la Torah? Ben, on est obligé de dire oui. Peut-être c'est la partie cachée. Peut-être c'est la Non, qu'est-ce que tu dis? Dans la Torah, est-ce qu'il y a un ADN dans la la Torah? partie cachée, peut-être. Mais la partie cachée, est-ce que c'est l'ADN? Peut-être. Mais donc, est-ce qu'il y a un ADN dans la Torah? On est obligé de dire oui. Parce que dans tout, il y a un ADN. On est d'accord avec ça? C'est un ADN dans une chaise, un ADN. On est d'accord? Donc on est obligé de dire qu'il y a un ADN. Eh bien, on va étudier tout à l'heure. Eh bien, que la chassidoute, c'est l'ADN, la chassidoute Chabad, la chassidoute de manière générale, et plus précisément, chassidoute Chabad, c'est une étude qui dévoile l'ADN de la Torah. Ça, on va le voir dans quelques paragraphes. Donc, quels sont les deux paramètres obligatoires pour être définis comme ADN? Se trouve partout. Ça se retrouve partout, mais c'est visible que lorsque tu vas gratter. D'un autre côté, l'ADN, c'est quand même assez rigoureux, parce que si on touche à une infime partie de l'ADN, on peut bouleverser toute la nature. Ça va aussi, on va en parler. Alors qu'en effet, si justement c'était aussi rigoureux, il n'y aurait pas autant de commentaires et on ne pourrait pas avoir autant de souplesse. Très bien, mais c'est pour ça que c'est pour ça qu'une des règles dans la Kabbale et dans la Chassidoute, c'est on fait rarement des chidushim, des innovations dans la Kabbale, et on reçoit tout des maîtres. Dans d'autres endroits, en tout cas la base, on est obligé de recevoir des maîtres. Dans d'autres endroits, on a une certaine marge de manœuvre. Dans la Chassidoute, c'est compliqué, parce que comme vous dites. Ça veut dire qu'il y a des endroits où il ne faut pas toucher. Non, ça c'est pas de la Torah. Dans la Torah, on a le droit de toucher à tout. C'est pas de tabou. Non, c'est pas qu'on n'a pas le droit de toucher. C'est qu'il faut avoir le maître pour pouvoir enseigner. Et pour avoir les bases. Parce qu'on ne peut pas inventer des bases. Dans d'autres choses, on a une marge de manœuvre. Là, on a très peu de marge de manœuvre. Mais une fois qu'on a cette marge de manœuvre, c'est à ce moment on peut faire. Alors maintenant, donc, pour dire que la Torah pour dire que dans la Chassidoute Chabad, c'est l'ADN de la Torah. Quelles sont les deux conditions? Il faut qu'un enseignement de la Chassidoute Chabad puisse se retrouver, ou le contraire,
on puisse retrouver un enseignement de la vision de la Chassidut Chabad dans n'importe quelle couche de la Torah, mais que quelque part, il faut aller le travailler, le chercher. Donc d'un côté, ça se trouve partout, mais de l'autre côté, il faut quand même un tout petit peu aller pousser loin. Un autre partie de la Torah, donc la Neshama de la Torah, ne va pas se retrouver partout. La Neshama de la Torah ne va pas se retrouver dans le corps. Le corps de la Torah ne va pas se retrouver dans la Neshama. Pourquoi? Parce que le corps, il est limité au corps, la Neshama, elle est limitée à la Neshama. L'ADN de la Torah, elle n'est pas limitée ni au corps, ni à la Neshama, elle est limitée à rien, puisqu'elle se retrouve partout. Ok? On va faire dans les mots tout de suite. Page Tafshin Samer, donc je crois que c'est celles qui sont vraiment blanches, les feuilles. Tafshin Samer, et le Seif Hey. Et dernier point avant d'avancer, et ça c'est un dernier point avant d'avancer, on avait commencé à travailler la semaine dernière la chose suivante. Vous savez, il y a dans la Torah une chose très bizarre. Très bizarre, et après on va pouvoir avancer. Vous savez que dans la Torah, il y a des avérotes, il y a des interdits, que si Dieu préserve, on les transgresse, on peut aller jusqu'à être passible de la peine de mort. L'assassinat, si on assassine quelqu'un, un meurtrier, si l'adultère, s'il y a des choses comme ça qui sont très graves, et que si maintenant on les fait, Dieu préserve, c'est gravissime de chez gravissime. Mais ce qui est marrant, ce qui est le plus absurde et le plus marrant, vous savez que dans toute l'histoire de la Torah, alors les avis diffèrent, vous savez qu'il y a eu quasiment jamais de mise à mort. Donc c'est marrant. La Torah me dit, tu sais, attention, si tu fais ça, il y a une mise à mort. Mais de l'autre côté, vous savez combien il faut remplir de cases? C'est pire que chez les fonctionnaires. C'est pire que chez les fonctionnaires. Pour réussir à mettre à mort quelqu'un. Et pourtant c'est explicite. Dans la Torah, c'est explicite. Vous savez qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous donne un exemple. Dieu préserve. Bon, on ne va pas donner cet exemple-là, ça va angoisser trop de personnes ici. Mais il faut, pour pouvoir que la personne soit mise à mort, il faut qu'il y ait 2 témoins. Donc les 2 témoins, il faut qu'ils le connaissent. C'est pas, je vais dans la rue, je trouve quelqu'un, je dis, ah, peut-être que... Non, déjà, il faut que je le connaisse. C'est-à-dire qu'il faut être sûr et certain que je ne peux pas me tromper. Ça, c'est un. Il faut que je le mette en garde. Mais entre le moment de la mise en garde et le moment où il fait l'interdit, il faut que ça ne dépasse pas les 4 secondes. S'il fait l'interdit après 4 secondes, il faut que je répète encore une fois la mise en garde. Donc, imagine maintenant quelqu'un, il fait un interdit qui peut être mis à mort. Je viens, tous les deux, on va mettre en garde. Il attend 1, 2, après la mise en garde. Attention, tu sais que si tu fais ça, on t'amène au Beddin et tu peux être mis à mort. Ah bon, c'est vrai, c'est interdit. Ah ok. 1, 2, 3, 4. Hop, il fait la chose. Mais il peut pas aller au Beddin. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'entre la mise en garde et l'interdit réalisé, il faut donc déjà celui qui connaît la partie, celui qui connaît l'histoire, il va faire en sorte de passer entre les mailles du filet. Deuxièmement, il faut l'amener. Troisièmement, il y a 50 paramètres pour pouvoir vraiment le mettre en garde, le mettre à mort. Alors pourquoi tu ne pas de la mise à mort alors? Si tu me mets une mise à mort, mais de l'autre côté tu me mets les pires paramètres pour jamais y arriver, donc tu sais quoi? Laisse-moi tomber, ne parle pas de mise à mort, ne parle pas de paramètres. Réponse, parce que des fois dans la Torah, la mise à mort n'est pas juste le fait qu'on a envie de tuer, c'est plus un cadre pour nous expliquer la gravité de ce qu'on fait. Quelqu'un qui fait Avodazara, qui fait de l'idolâtrie, il est en train de remettre en cause son attachement avec Akadosh Baruch Hu. Il est en train de casser l'ordre du monde. Tu casses l'ordre du monde, qui tu fais? Quelqu'un qui est, Dieu préserve, qui est gay, qui est besimcha, quelqu'un qui est besimcha, et ben celui-là, il casse l'ordre du monde. Il casse l'ordre du monde. Si tout le monde fait ça, il n'y a plus de monde. Donc tu veux détruire le monde, et ben on te détruit à toi. Ok? Donc au final, c'est plus une attention sur ce que tu es en train de faire pour l'explication de ce qu'il est en train de faire. Un dernier exemple. Quelqu'un qui ne fait pas l'agneau pascal, le sacrifice pascal, le soir de Pessah, il est chayav karet retranché du peuple. Maintenant, vous savez comment on peut, pour ne pas faire le korban Pessah, l'agneau pascal, on en avait parlé rapidement la dernière fois, pour pouvoir être passif de cette punition, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que le Beth Amikdash soit là. Il faut que l'endroit où on fasse le sacrifice soit là. Et il faut que moi je sois là. Et que je ne le fasse pas. Vous avez déjà vu un juif qui va de chez lui, donc de Tzfat,
il va jusqu'à Yerushalayim, il va dans le Beth Amikdash, il va dans On ne l'endroit, peut pas faire. et quand il voit les anneaux, il fait non, je ne fais pas. Donc ça tient pas la Faites-le. route. Ça tient pas la route. Ah, pourquoi alors on nous a dit Chayav Karet? Parce qu'en réalité, c'est la logique, c'est une conséquence, c'est même pas une punition, c'est une conséquence. Faire l'agneau pascal, c'est fêter la naissance du peuple juif. Si toi, tu peux faire l'agneau pascal et que tu ne le fais pas, c'est qu'en fin de compte, tu n'as pas envie d'être attaché au peuple juif. Donc, Chayav Karet, tu es retranché du peuple. Celui qui meurt sans avoir fait la Brit Mila, c'est Chayav Karet, retranché du peuple juif. On ne parle pas que Dieu préserve, il a une maladie. On ne parle pas qu'il n'a pas eu la possibilité. On parle qu'il a eu la possibilité, il ne l'a pas fait. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Je crois que tu as eu l'occasion de rentrer dans l'alliance du peuple juif, tu ne veux pas le faire. C'est Chayav Karet, c'est toi qui l'as demandé. Donc, au final, les punitions, et a fortiori les récompenses de la Torah, ne sont pas là uniquement pour nous dire je vais te tuer. C'est pas important, puisque de toute façon c'est quasiment impossible que ça arrive. Le but, il est, alors dans la théorie, oui. Dans la théorie, oui. Quelqu'un qui fait tel et tel interdit, on le tue. Dans la théorie, oui. Dans la pratique, c'est difficile. Ah, pourquoi la Torah m'en parle? C'est pour te donner une idée de ce que tu es en train de faire comme gravité. Ce que tu es en train de faire comme gravité, lorsque tu te comportes mal dans les lois de la famille, de la pureté familiale, c'est parce que tu es en train de détruire autour de toi. Donc sache que c'est pour cela qu'on est prêt à te tuer. Donc de la punition d'une chose, on comprend l'ordre de base. De la récompense d'une chose, on va comprendre l'ordre de base. De la récompense de la diffusion de la chassidut, on avait dit qu'on allait avoir Mashiach. Donc cela veut dire que dans Mashiach, dans la chassidoute, il y a le moyen d'accéder à Mashiach. On avait dit, c'était quoi Mashiach? On avait dit que on a eu 5 tzadikim, et le roi Mashiach, on avait que chaque tzadik, il avait un des 5 niveaux de la Neshama. On avait dit, alors vous vous rappelez que vous étiez peut-être pas là tous, on avait dit que dans la Neshama, on a 5 niveaux. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Yechida. Alors, je ne me rappelle plus exactement c'était qui avait Nefesh, Ruach, Neshama et tout ça. On avait dit comme ça. Chaya, je crois. Il y avait un Neshama, c'était Adam Arishon. Après, on avait qui en d'autre? Les Shabbat, c'était Moshe Rabbeinu, non? Nef, peut-être 2 secondes. C'est ascensionnel ou ça peut être. Non, c'était ni chronologique ni ascensionnel. Voir, c'était pas Yahou David? Si. Alors on est composé. Dans l'ordre exact. Voilà. Tu déstabilises? Non. Demain, non. Ah oui, pardon. C'est au tout début du Sifé, on était en train de travailler dessus. Alors, David, c'était Nefesh. Ça, c'était David Amelech, le roi David. Ruach, c'était Eliaou. C'est ça? Eli, c'était Ruach. Moshe, c'était Neshama. Et là, c'était Adam Arishon. Adam. Qui c'est qui va avoir Yechida? C'est Mashiach, le roi Mashiach. Ça veut dire quoi ça? C'est quoi la traduction? Ça, c'est les 5 niveaux de la Neshama. Dans chaque Neshama, C'est quoi ça veut dire quoi? dans chaque Neshama d'un juif, il y a ces 3 niveaux-là. En vérité, ça se décompose comme ça. Enfin, non, écoutez, la décomposition est très très importante aussi en vérité. Ça veut dire quoi en français? Nefesh, l'âme qui fait vivre. Ruach, l'esprit. Neshama, c'est la Neshama. Chaya, c'est un niveau, on appelle ça le niveau superficiel de la Neshama. Et Yechida. Alors j'y arrive tout de suite. Donc la décomposition de Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Yechida, elle se décompose comme ça. Écoutez. En plus, je ne sais pas si on avait, avec vous, si vous n'avez pas donné les feuilles. Donc, et ça, Yechida. Alors maintenant, en fin de compte, ça se fait comme ça. Pardon. Nefesh, Ruach, Neshama. Ça, c'est Nefesh. Ça, c'est Chaya. Tout autour, c'est Chaya. Chaya.
Donc ça, c'est les 3 niveaux qui sont à l'intérieur du corps, sur lesquels on utilise le corps, etc. etc. On ne va pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas là le moment. Chaya, c'est un niveau un peu plus superficiel. Et Yechida, elle est où? Eh bien, la Yechida, c'est l'ADN. C'est l'ADN de la Neshama. C'est l'essence de la Neshama. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que Nefesh, David Amelech. Ruach, c'est Eliyahu Hanavi. Neshama, c'est Moshe Rabbeinu. Chaya, c'est Adam Arishon, le premier homme. Yechida, c'est qui? C'est Mashiach. Nous, on avait dit que grâce à la Chassidoute, nous atteindrons et nous allons dévoiler, nous allons faire venir Mashiach. Donc cela veut dire que la Chassidoute est un précurseur de la... Et la récompense de la Chassidoute, c'est Mashiach. Donc si la récompense de la Chassidoute, c'est Mashiach, c'est que ça nous montre que la Chassidoute, si la récompense de la Chassidoute, c'est Mashiach, donc la Yechida, ça montre que la Chassidoute est la Yechida. Et donc, Chassidoute est égal à Yechida. Yechida de quoi? Yechida, donc Aden de quoi? Aden de la Torah. C'est quoi l'ADN de la Torah? Donc l'ADN, on a dit qu'elle avait une particularité. C'est quoi la particularité de l'ADN? Elle se trouve absolument partout. Il faut la chercher. Mais elle se trouve partout. Mais partout, je peux faire 35 traits. Pourquoi je peux faire 35 traits? Non, partout. Parce que s'il y a un endroit où il n'y a pas l'ADN, c'est que tu n'as pas trouvé encore l'essence. Ok? On commence dans les mots maintenant? C'est clair tout ce qu'on a dit? J'avais juste une question pour en revenir. Pourtant, les 39 coups, ils se faisaient quand même à l'époque. Et alors? Non, mais avant, tu avais dit justement que c'était rare les condamnations à mort et tout ça. Les Malkout aussi, c'était rare. Mais après, justement, on dit que si on... Il y avait d'autres Malkout. Il faut faire une différence entre Malkout de la Torah et Makat Mardout. Makat Mardout, c'était des coups que le Bedin se faisait. Quelle est la différence entre les deux? On disait que au bout du 3, s'il mettait plus que... Je t'explique. Il y a une différence entre le Malkout de la Torah et Makat Mardout. Malkout de la Torah, c'était des coups qu'on pouvait donner à quelqu'un qui transgressait certaines parties de la Torah. Pour pouvoir faire ce Malkout, il fallait avoir absolument les mêmes critères que si on voulait mettre à mort quelqu'un. Il fallait qu'il y ait les 2 témoins, il fallait qu'il y ait la mise en garde, il fallait que la personne y fasse dans les 4 secondes, il fallait tout ça. La même chose avec les Dayanim, aussi puissants et aussi Talmidei Chachamim, aussi tzadikim qu'il y avait au Sanhedrin dans le Beth Amikdash, c'est les mêmes critères. Ça, c'est Malkout. Donc, a priori, c'est les mêmes critères. Donc, il devait y en avoir aussi peu effectué que le reste. Mais après, à part Malkout de la Torah, il y a ce qu'on appelle Makat Mardout. Makat Mardout, c'était autre chose. C'était, disons, la police. C'était, disons, des coups que le Bedin se permettait, en tant que législateur, d'attribuer, même si la Torah n'a pas obligé. Un exemple. Demain, le Bedin décide qu'à partir d'aujourd'hui, il faut donner le maaser, alors que les gens y faisaient, alors que la Torah dit, mais ils faisaient moins ou plus ou moins. Et ils disaient que voilà, si on n'a pas ça, nous on décide qu'il y ait Makat Mardout. Et on décide que même s'il y a un seul témoin, ça marche. Donc ça, c'est des coups qu'ils donnaient de par leur autorité. Mais c'est leur autorité générale que la Torah leur a conférée. Mais ce n'est pas ce que la Torah demande. Donc la différence entre Makat Mardout et Malkout de la Torah, Malkout de la Torah c'est Minatora, Makat Mardout c'est Miderabanan. Et les Chachamim avaient le pouvoir de s'attribuer certaines prérogatives selon le temps. Comme, de la même manière, les mises à mort des rois. Le roi, s'il voulait faire une mise à mort, il n'était pas obligé de faire un din comme la Torah. La Torah lui a dit, toi, tu es là pour asseoir ton autorité. Si maintenant le roi, il voit que pour faire ça, il faut qu'il en zigouille quelques-uns, eh ben, tant qu'il a fait dans la halachot, c'est quoi dans la halachot? Qu'il a mis en garde tout le monde, qu'il a envoyé des papiers, que voilà, aujourd'hui, moi, je suis le roi, sachez comme il avait fait Shaoul à l'époque, que tout celui qui ne vient pas dans l'armée pour sauver tel et tel, on va distribuer, on va tuer tout son troupeau. Ah, mais 2 secondes, la Torah n'a jamais dit ça. Mais là, le roi a un pouvoir, lequel asseoir son autorité. Il a une obligation à asseoir son autorité. À partir de là, il a le droit de faire les règles s'il est fait selon la chita de la Torah. C'est quoi la chita de la Torah? C'est qu'il annonce à l'avance des halachot qui sont bien réglés. Okay? Donc c'est Makat Mardout, ça n'a rien à voir.
Ok? On y va. Seif et Tafshin Samer, la page Tafshin Samer. Inyano Ikari Shel Mashiach ou. La toute grande particularité de Mashiach, c'est quoi? C'est Yechida, l'ADN. Keyadoua, comme c'est connu. Chez David Zacha le Prinat Nefesh. David, il a eu droit, il a mérité d'avoir la Neshama. Alors, pourquoi on parle seulement de ces saints tzadikim là? Parce qu'en vérité, chaque rabbi, chaque grand maître de la génération, il englobe, il a à l'intérieur de lui une Neshama, ce qu'on appelle une Neshama kolelet. Une Neshama qui regroupe plusieurs autres Neshamot. Adam Arishon, ce qui est absolument logique, étant donné qu'il était le premier homme, donc toutes les Neshamot des autres, ils étaient inclus à l'intérieur de lui. Donc lui, il avait la Neshama kolelet de tous les hommes potentiellement qui allaient venir. Moshe Rabbeinu, que lui, il était une Neshama, c'était le guide des Bnei Israël, il avait à l'intérieur de lui toutes les Neshamot des Bnei Israël. Et c'est pour cela qu'on dit que Moshe Rabbeinu, il était Shakoul, Keneged Shishim Revo, il avait la même potentiel que les 600 000 autres Bnei Israël. Et ainsi de suite. Donc, il y avait des grands tzadikim qui avaient des Neshamot Kolelet, qu'à l'intérieur de eux, il y avait toutes les Neshamot des Bnei Israël. Mais, même à l'intérieur de ces tzadikim, il y avait des tzadikim que eux, ils avaient essentiellement la partie intel de la Neshama ou partie intel de la Neshama. David HaMelech, qui était un des grands rois des Bnei Israël, et jusqu'à aujourd'hui, son empreinte, elle est sur tous les Bnei Israël. David HaMelech, il a eu le zchut, donc il a eu le mérite d'avoir le niveau nefesh, le tout premier niveau de toutes les Neshamot des Bnei Israël. Eliyahu HaNavi, il avait le mérite il a eu le niveau de ruach. Moshe Rabbeinu, il a eu le niveau de neshama. Adam Arishon, il a eu le niveau de chaya. Et Mashiach, il a eu le niveau de yechida. Pour vous donner juste un exemple à peu près, c'est dire quoi ces 5 niveaux-là. On a, une fois dans l'année, de manière générale, on a 3 tfilot chaque jour. Pourquoi? Parce que de manière générale, les niveaux Nefesh, Ruach, Neshama, c'est les niveaux qu'on utilise régulièrement. On a Nefesh, Ruach, Neshama. Chaque jour, on doit faire 3 prières. Shacharit, Mincha et Arvit. Nefesh, Ruach et Neshama. Tous les Rosh Chodesh, on a une 4e prière. Pardon, pas tous les Rosh Chodesh. Tous les jours, on fait un Moussaf. On a une 4e prière, celle de Moussaf. C'est quoi cette 4e prière? On l'a de temps en temps, c'est le niveau de Chaya. Une fois dans l'année, on a le niveau de Yechida. C'est quoi le niveau de Yechida? C'est la 5e prière. C'est quoi cette 5e prière? C'est Yom Kippour. Qu'est-ce qu'on a à Yom Kippour? On a Yechida, la 5e prière. C'est quoi cette 5e prière? C'est le 5e niveau, c'est la Yechida. La Yechida, c'est l'ADN, on a dit, de la Neshama. Quel est le moment dans toute l'année où même les Juifs de Kippour viennent à Kippour? Essentiellement à Neila. Et pourquoi à Neila? Parce que là aussi se révèle leur véritable ADN, leur véritable propriété. Ok? Donc la Yechida, donc là, le niveau de Yechida est l'essence de chaque Neshama. On va dans les mots. Ma'alat Yechida, allez, on fait dans les mots. Leilon Nishmat de Shalom Ben David. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei minim mezonot. Amen. Ma'alat Yechida, vous êtes avec moi? Ma'alat Yechida, Dalet Aprinot Nefesh Ruach Neshama. Le niveau de Yechida, montre-lui où c'est, non? Le niveau de Yechida, sur les 4 autres niveaux de la Neshama, je saute la parenthèse, Dalet Aprinot, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, et Madrigot, Pratiot. Les 4 autres niveaux, c'est des niveaux cadrés, sectaires. Le niveau de Neshama est que dans Neshama, Nefesh, c'est que dans Nefesh, Ruach, c'est que dans Ruach, Neshama, c'est que dans Neshama, Chaya, c'est que dans Nechaya. Donc chaque niveau, Nefesh, Ruach, Neshama, c'est un niveau sectaire. Chaque niveau, il est dans son niveau. Au Prinat Yechida, et le niveau de Yechida, par contre,
I etzem aneshama. C'est l'essence de la neshama. Chez les mala migeder pratim. La particularité de l'ADN, c'est qu'elle est au-delà de tous les niveaux sectaires. L'ADN peut se retrouver dans Nefesh, automatiquement, va se retrouver dans Ruach, va se retrouver dans Neshama, va se retrouver aussi dans Chaya. Kishma, comme son nom l'indique. Elle est au-delà de tous les... Elle est Yechida, elle est unique. Ve'imeyot, asher mibchinat Yechida, etzem ha-neshama, nimshachot dalet ha-bchinot nefesh ruach neshama. Et bien que de la neshama, de la Yechida, de l'ADN, descendent les 4 autres niveaux, comme on avait dit avec Hillel, que de son ADN à lui va se retrouver aussi va se retrouver aussi tous les autres niveaux de son âme. Donc à partir de son ADN à lui de Chesed, va se retrouver tout le reste. Pour réfléchir, je ne suis pas que du Chesed, pour réfléchir sur de l'intellect. Pour être rigoureux avec mes enfants, il faut que j'ai de la rigueur. Donc même Hillel, il avait de la rigueur. Alors s'il avait de la rigueur, pourquoi tu dis que son Neshama est très Chesed? Parce que tous les autres niveaux de la Neshama proviennent de ce même point. Donc de la même manière, la Yechida, malgré qu'elle ait l'ADN, à l'intérieur de la Yechida, il va y avoir aussi, va provenir de l'ADN, va provenir Nefesh, Ruach, Neshama et Chaya. Exactement comme de mon ADN provient les muscles, donc la chair, provient la peau, provient les poils, provient les os, provient tout cela. אין זה שבחינת היחידה בגדר מקור וכלל לפרטים אלו. כי לשון היחידה מורה על האחדות פשוטה המושלת מאיזו שהיא שייכות לפרטים. גם מגדר מקור לפרטים, כי אם שנקודה העצמית של הנשמה לשמן הניצות, דלת בחינת נפש רוח נשמה. J'ai fait en vitesse parce qu'on l'a fait tout à l'oral. Donc en fin de compte, le principe de Yechida c'est quoi? C'est qu'elle se retrouve à l'intérieur de chacun, mais non pas parce qu'elle est cadrée par les autres niveaux, c'est parce qu'elle est tellement au-delà de tout, c'est qu'elle se retrouve à l'intérieur de tout. Ok? Okmo shebechol neshama pratit. À l'exemple que de chaque neshama pratit, chaque neshama indépendante, prinat hayichida hi nekudat atzmit shel neshama. Le niveau de yichida est l'essence de la neshama. Kenu be'achayut haneshama shel klalut ishtalshelut. De la même manière, dans toute la création, chez prinat hayichida sheba, dans la création aussi il y a un niveau de yichida. C'est quoi le niveau de yichida de la création? D'après vous, c'est quoi le niveau de Yechida de la création? D'après vous, ça serait quoi le niveau de Yechida de la création? De la création du monde. De toute la création. Le Shabbat. Pas mal, mais c'est pas ça. C'est la Torah. La Torah même. Pas mal, mais c'est pas encore ça. Parce que la Torah elle existait avant la création du monde. Très bien, mais c'est pas encore ça. Très bien. Dieu alors. Très bien, Ça ne mais... peut pas être autre chose plus haut que Dieu de toute façon. Donc, Très bien, pas mal. Mais alors, qu'est-ce que ça voudrait... C'est quoi Yechida? La Yechida, c'est quelque chose qui est infiltré partout. Qui est l'essence de chaque chose. La raison d'être et le but du monde, c'est quoi? C'est de manger des fricassés à un shiur de Torah pour les Nishmat. C'est très bien. C'est ça le but? Le but du monde, c'est quoi? Faire référence à Dieu. C'est Mashiach, le but du monde. Mais Mashiach, c'est la Le but de travailler, c'est pas de travailler. Le but de travailler, c'est de gagner de l'argent. Tu travailles sans gagner de l'argent, tu n'as pas le but. Mashiach, c'est la reconnaissance de l'éternel. C'est pas Absolument d'accord, absolument d'accord. Mais tant qu'on n'est pas réussi à ça, absolument d'accord. Mais tant qu'on n'est pas arrivé à ce niveau-là, on a passé outre le but ultime de la chose. Mais une fois que Mashiach est la théorie, c'est donc la reconnaissance de l'éternel, ça arrive en même temps. Vous avez 100% raison. Vous avez 100% raison. Donc la reconnaissance de l'éternel. Mais c'est quoi la reconnaissance de l'éternel? Voilà, vous reconnaissez l'éternel quand vous venez ici. Alors c'est quoi le principe de reconnaître l'éternel? Non, la reconnaissance de l'éternel par la création même, justement. Est-ce que vous reconnaissez Akadosh Baruch Hu? Vous reconnaissez l'éternel? Aujourd'hui, comme éternel, bien sûr. la chose qu'il faut Vous reconnaissez l'éternel ou pas? Faites attention à ce que vous allez répondre. Vous, hein. Non, je rigole. Vous reconnaissez l'éternel ou pas? Par quel moyen? Peu importe par quel moyen. Vous reconnaissez ou pas? Le finalité, vous reconnaissez ou pas? Compliqué, elle est trop compliquée.
Vous reconnaissez ou pas? Je reconnais la séance, je m'abstiens. Bon, je parle à votre place. Oui, vous reconnaissez l'Éternel. Alors, quelle va être la différence entre maintenant et Mashiach alors qu'on n'a pas besoin de Mashiach? Bah, ça va se Parce que l'un ne va dévoiler pas sans l'autre, en fait. Consacré. Parce que lorsque je reconnais l'Éternel, selon ma toute petite expérience, et avec ma toute petite tête, donc au final, je ne reconnais pas l'Éternel à l'intérieur de cette boîte, à l'intérieur de la chaise, à l'intérieur de la table, à l'intérieur de la chaise, à l'intérieur de moi, à l'intérieur d'un feutre. Je connais l'Éternel que seulement quand je comprends un peu la Torah, je reconnais l'Éternel. Mais tout le reste du monde, l'Éternel, Akadosh Baruch Hu, il est partout. Je ne le reconnais pas. Pourquoi je le reconnais? Parce que je n'ai pas la capacité. Donc au final, ce que je fais en microscopique quand j'étudie la Torah, c'est quoi? Que lorsque Mashiach va venir, on va tous reconnaître l'Éternel. Comme il y a marqué, vous avez tous très bien dit, bravo. Lorsque Mashiach va venir, on va avoir toute la connaissance de Dieu qui va défiler par terre. Donc, reconnaître l'Éternel voudrait dire quoi? Qu'en final, on va voir que tout est Dieu. Et c'est pas une boucle sans fin, puisque pour que Mashiach arrive, il faut qu'on ait la connaissance. Ça, c'est le moyen. Pour l'instant, on n'est pas en train de parler du moyen. On n'a pas besoin de ça. On n'est pas en train de parler du moyen, parce qu'après, on ne peut pas prendre tous les sujets. Et au contraire, le moyen, c'est l'étude de la chassidoute. Le but dans ce monde, on est tous ici pourquoi réellement? Pour faire venir Mashiach. Pour faire venir Mashiach. Mais le but Faire venir Mashiach. le but de la chaîne, Faire venir Mashiach. c'est pour nous purifier aussi. Faire venir Mashiach. Parce que à quoi ça sert à Kadosh Baruch Hu que toi tu t'es purifié Ouais, tout mais seul? attends, si je vois l'histoire depuis Adam Arishon, on est d'accord qu'Adam Arishon c'était une âme pure entièrement. Ok, quand après il a fauté, ça a fait des particules d'âme, dont nous. Disons, c'est pas exactement ça, mais c'est pas grave, disons. Si, Vas-y, c'est- disons. c'est- Peu importe, disons. Alors tu nous, peux en venir où? justement, comme On doit le réparer. Comme nous, justement, On doit le réparer. on doit réparer Très bien. cette âme Donc- qu'Hachem a offert à Adam Donc Arishon. le but est de réparer. Le but c'est de réparer. Très bien. Donc le but de travailler, c'est travailler, ça. Le but de travailler, c'est de travailler. Si Non. tu travailles sans gagner d'argent. Non. Donc quelle est la finalité de ton travail? C'est Mashiach. C'est l'argent. Voilà, c'est Mashiach. La finalité, c'est Mashiach. Si on travaille pendant 3000 ans, 6000 ans, mais t'as pas Mashiach à la fin, tu fais quoi comme travail? T'as rien fait. Donc la finalité de cette réparation, c'est Mashiach. Donc l'ADN, l'essence de tout ce que tu as fait pendant ces 5774 ans et quelques jours, puisque Mashiach il arrive maintenant, c'est réparer, mais dans un seul but qui définit ton action. Le but qui définit ton action, c'est d'arriver à là. Le but, c'est pas de réparer. Réparer est un moyen, c'est pas le but. Ok. C'est un moyen, ouais. Mais alors, d'accord, alors, dans ce cas-là, je me pose la question. Alors, dans ce cas-là, pourquoi il y a un but dans tout ça, même c'est-à-dire que même si Mashiach il viendra. Pas même, le but, c'est Mashiach. D'accord, même Il si dit que Mashiach. préparer, c'est le travail, en fait. C'est pas la. Non, mais il va se passer quoi après? Je veux dire, il y a un but. Ben oui, c'est la Mashiach. Le but c'est Mashiach, mais après il y a un but. Après Mashiach, il y a quoi? Ils ont fait une blague en Israël. Ils ont fait en Israël, vous imaginez que ici on a la caméra cachée. Ici, là-bas aussi, il doit y avoir une caméra cachée. Ouais. Mais t'es limité dans la caméra cachée en Israël. Et tu es bien obligé à un moment ou à un autre de tomber sur un religieux. Ou bien tu es obligé de tomber sur un Lubavitch. Quelle caméra cachée tu peux faire un Lubavitch? Alors il y en a un comme ça. C'est par téléphone, c'est des blagues par téléphone. Un il vient, il fait comme ça. Il appelle un Bet Chabad. La vérité, le shliach, kol hakavod. Non mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que le rabbi a réussi à driver, à former tout le monde. Il y a un gars qui l'appelle et il se fait passer Rabbi Amram. C'est Rabbi Amram au téléphone. Il fait oui, c'est Rabbi. Alors je sais pas si c'est Amram ou c'est un autre. Oui, c'est Rabbi Amram. Oui, c'est Rabbi Amram. Il fait Rabbi Amram. Il vient de me dire à l'hôpital. Non. D'abord, il fait quand est-ce qu'il va venir Mashiach? Il fait bientôt, mais Karov, on l'attend chaque instant. Non, ne dis pas comme ça, on l'attend chaque instant, pas comme tout le monde. Tu ne me réponds pas maintenant. Je veux savoir quand est-ce qu'il va Mashiach. Une date. Alors il fait on attend chaque instant, maintenant, tout de suite. Alors il fait non, je vais t'expliquer. Les docteurs, ils ont dit que je vais mourir. Ils m'ont dit que je vais mourir. Et moi, ça m'énerve de monter là-haut pour après redescendre. Donc je veux
savoir quand est-ce que Mashiach va venir, répondez à l'Olam. Alors qu'est-ce qu'il lui répond? D'abord il lui répond, calmez-vous, calmez-vous. D'abord il ne faut pas avoir la tête comme ça, parce que lui il croit que c'est vrai. Il ne faut pas avoir la tête comme ça. Pourquoi ça veut dire? Les docteurs, il ne faut pas écouter les docteurs. Il faut prier à Kadosh Baruch Hu, et il faut lui dire ça et tout ça. Non, je vais mourir. Je veux savoir, moi je ne vais pas monter ou descendre comme ça, je ne suis pas un yo-yo. Il fait comme ça. Il fait, voilà, quand est-ce que Mashiach vient? Et il lui répond, Mamash, mais est-ce que tu viens? T'es où? Comme ça, on va te mettre les tefilines le matin. Il lui a fait Mamash, il était au top. À la fin, le gars, il a vu qu'il ne pouvait pas l'attraper, qu'il ne pouvait pas l'embrouiller, qu'il ne pouvait rien faire. Il fait, bon, voilà, t'étais à la caméra cachée, quand la cavode, il vient, il lui. Etc., etc. Donc, tout ça pour nous dire quoi? Que il n'y a qu'un seul but dans tout. Mashiach. Je ne sais même pas si c'était son nom, lui. Il faudrait que je revoie pourquoi je vais revenir ici. Allez, on y va. Ensuite, donc, כמו שבכל נשמה פרטית, בחינת היחידה היא נקודת העצמית של הנשמה. De la même manière que dans chaque neshama, la יחידה est l'essence de la neshama. כן, הוא באחריות של כל כללות ההשתלשלות של בחינת היחידה שבה. De la même manière, dans toute la création du monde, il y a une yechida. Tu es obligé de dire qu'il y a une yechida. Si dans une chaise, tu as dit qu'il y a une yechida, donc dans la création, il y a une yechida. Donc, et c'est quoi la yechida? C'est le niveau de Mashiach. Et c'est nekudat achayut shel mala veged hatziur. Dans chaque chose que je fais, je dois me débrouiller pour faire venir Mashiach plus vite. ומנקודה זו מסתעפות כל מעלות הפרטיות נפש רוח ונשמה דכללות. Et à travers cette nekuda atzmit, à travers cette essence-là, tout mon travail va le faire. Tout le travail que je fais du matin au soir, je mets les tefilines. Mais les tefilines, c'est un moyen. Les tefilines, c'est une partie du travail que je dois faire pour venir Mashiach. Et pour avoir le résultat final. כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל, והבלי גבול שלו הוא רק בעניין הנצחיות, שאינו נתפס בשינוי הזמן ככל עצם בלתי משתנה. Et donc, chaque partie de tout ce qu'on fait, la nekuda atzmit, l'essence, elle n'est pas liée. Est-ce que c'est la peau, ou est-ce que c'est de l'ongle, ou est-ce que c'est du poil, ou est-ce que c'est de la chair, ou est-ce que c'est de l'os? La nekuda atzmit, l'essence, elle est au-delà de toute forme. Donc elle se retrouve dans toutes les formes, elle est au-delà de toute forme, mais elle se retrouve dans toutes les formes. Et c'est ça la force. Elle est au-delà de toutes les formes, parce qu'elle n'est pas limitée aux formes, mais elle est dans toutes les formes. De la même manière, quand on a dit pour Mashiach. Maintenant, l'essentiel, c'est pour l'instant, c'est pas d'étudier Mashiach. L'essentiel maintenant, c'est de comprendre c'est quoi le principe et qu'il y a une nekuda atzmit, une essence dans chaque chose. אלא גם בעניין האיכות והמעלה ששלם הוא בתכלית השלמות, ולכן כששותים שם בעולם מבחינת היחידה ויחיו בחיות העצמי, יהיו במילא בתכלית המעלה והשלמות. On va passer ça. Donc, qu'est-ce qu'on a compris de là? On a compris de là que dans le monde, il y a une yechida. C'est quoi la yechida? C'est le Mashiach. Grâce à quoi on fait venir Mashiach? Comme on avait dit il y a 2 semaines. Grâce à quoi on fait venir Mashiach? On fait venir grâce à l'étude de la Chassidut. Comme le Baal Shem Tov nous a transmis lorsqu'il est allé dans le Echal du Mashiach, lorsqu'il est allé dans le portillon, le portail de Mashiach, il a demandé Matai Katima, quand est-ce que tu vas venir, maître? Il a répondu que chez Afut, lorsque les voix de la Chassidut vont être transmises à tout le monde, lorsque tout le monde va connaître la Chassidut, à ce moment-là, je vais venir. Pourquoi la récompense de l'étude de la Chassidut c'est Mashiach? Parce que l'étude de la Chassidut, c'est l'ADN de la Torah. Quand tu travailles sur l'ADN de la Torah, la récompense c'est de recevoir l'ADN de l'ADN. L'ADN du monde, c'est quoi? C'est Mashiach. Donc c'est normal qu'à travers l'étude de la Chassidut, tu amènes Mashiach. Au passage, juste pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit mais il faudra connaître Dieu un peu auparavant pour se préparer. Alors sachez une chose, cher monsieur, que l'ADN, ils vont pas croire, c'est pour ça, que la Chassidut, c'est la connaissance de Dieu. L'étude de la Chassidut, c'est l'étude de Dieu. Comme une fois, je donne un cours, une personne qui n'était pas de formation chassidique, il a fait, mais c'est vrai, depuis tout à l'heure, vous n'arrêtez pas de parler de Dieu. C'est vrai que dans les autres cours, on parle de beaucoup de choses, mais rarement de Dieu. Pas rarement de Dieu, mais on ne parle pas de Dieu, on parle de ce que Dieu veut. On ne parle pas de Dieu lui-même. On ne parle pas de Dieu comment il est dans le monde. On ne parle pas de Dieu comment il est dans la création. On ne parle pas de Dieu comment il est dans la Torah. On ne parle pas de Dieu comment il est dans toutes ces choses-là. Alors on va dire, il faut faire attention, il faut donner la zakat, très bien. Il faut donner ci, oui, pour faire plaisir à Dieu. Mais on ne parle pas de Dieu lui-même. On va parler de beaucoup du travail de soi-même, on va parler de beaucoup de choses. Mais la seule étude de la Torah qui parle de Dieu, c'est l'étude de la Kabbale,
l'étude de la Chassidoute. Une fois que par l'étude, on finit par connaître Dieu, a-t-on besoin du Mashiach? Parce qu'à ce moment-là, on va comprendre ce qu'on est en train de dire. Mais puisqu'on a compris, justement, pour arriver au Mashiach. Si maintenant je vous demande, je vous demande de me fabriquer à très haute échelle, je sais pas moi, une table à très haute échelle. Ouais. Donc je suis prêt à mettre beaucoup d'argent pour faire cette table-là. Est-ce que vous croyez qu'un homme d'affaires avisé, je vous laisserai lancer la production sans avoir eu un prototype? Tout à fait. Non, oui ou non? Non. Avec un prototype, Il faut obligé. un prototype. Très bien. Pourquoi on est obligé d'avoir un prototype réel? Mais- Parce que tant que j'ai pas vu le prototype réel, qu'est-ce qu'il donne? Le reste, c'est que des planches à dessin. Mais c'est pas sur le prototype. Un instant. Le reste, c'est que des planches à dessin. Ok? Et bien, de la même manière, nous, ce qu'on va étudier, c'est que des planches à dessin. Est-ce que moi, j'ai vu c'est quoi Chokhmah, j'ai vu c'est quoi Bina, j'ai vu c'est quoi Da'at, est-ce que j'ai vu vraiment c'est quoi Dieu? Pour l'instant, c'est que sur des planches à dessin. Que je comprends un peu, Nefesh, Waham, Shama, Hillel, non, il a l'ADN. Ok? À quoi va me servir Mashiach? C'est que dans ces planches à dessin, maintenant on va être en vrai procédé de fabrication avec le vrai prototype, on verra. Donc c'est ça l'avantage, le besoin de voir Mashiach. C'est qu'au final, ce ne sera plus que des estimations, ça sera du réel et concret. Donc tout ce que nous étudions maintenant, c'est la connaissance de Dieu, mais à une échelle microscopique. Après, on va voir la vraie définition, on va voir vraiment ce que... Ok? Et comme si vous voulez expliquer à un aveugle, Dieu préserve, vous voulez expliquer les couleurs. Oui. S'il est un physicien, il peut comprendre. Vous allez dire qu'il y a une certaine réflexion des ondes qui vont repartir à partir de la lumière. Le noir, il a des ondes qui sont trop petites, c'est pour ça qu'on ne voit pas. Il va comprendre pas mal de choses. Et le jour où il va voir le bleu, le rouge, il va dire ça c'est le bleu. Peut-être il va mieux comprendre que nous, hein, alors que nous on n'a jamais pu chercher à réfléchir. Mais une fois qu'il va voir, donc lorsque ma chère va venir, c'est-à-dire quoi? C'est lorsqu'il va y voir ça c'est bleu. Donc la vraie connaissance, elle va se... On va vraiment saisir ce qu'on a dit. Zayn, on y va. Non, pardon, c'est Ivav. Tashin Samachad. Ka'amur le'el. Comme on a dit tout à l'heure, donc on va le dire rapidement dans le texte, puisqu'on l'a dit tout à l'oral. Ka'amur le'el, comme on a dit tout à l'heure, Mischara shel afatzat hachasidut, du salaire de la transmission de la chassidoute, on va avoir Biat Mashiach. Donc, puisque la récompense, comme je vous dis pour l'histoire de la mise à mort, comme je vous dis pour l'histoire de Karet, comme je dis pour toute chose, les punitions ou les récompenses, imaginons maintenant, je dis à mon enfant, regarde, fais-moi ça, je suis prêt à tout te donner. Si je suis sérieux, il va comprendre que, pourquoi je suis prêt à tout lui donner? Parce que, imagine maintenant, je lui demande, amène-moi tel livre, je suis prêt à tout te donner pour ça. Quand tu vas en voyage là-bas, il y a un livre que je cherche, amène-le-moi, peu importe le prix. Maintenant, combien? Ça sert à quoi de dire peu importe le prix? Un livre, ça ne va pas dépasser 30 €. Et même, comme mon fils, il m'aime, j'espère. Donc lorsqu'il va venir, est-ce qu'il va me demander de lui donner un salaire? Vous avez déjà vu un fils qui demande un salaire? Alors, quoi ça sert de lui dire, je te donne tout ce que tu veux? C'est pour qu'ils comprennent à combien le livre est important pour moi. Donc la récompense, même si on ne la donne pas tout de suite pour X raisons, la récompense nous sert à analyser la grandeur de la chose. Donc la récompense de la diffusion de la chassidoute amène Mashiach. Donc Nedaït Kol Ma'uta. Grâce à ça, on va comprendre tout c'est quoi le émet de la chassidoute. Kol achidushim chez chassidoute chidcha. Toutes les innovations que la chassidoute a innové. Et même dans la Kabbale, on a dit que la chassidoute, elle a innové. Puisque la chassidoute est un dévoilement encore plus élevé que ce qui existait jusqu'auparavant dans la Kabbale elle-même. Tous ces chidushim-là, einam chidushim shekol echad echad mitchadesh hu bifnei atzmo. Les chidushim de la chassidoute, étant donné que c'est l'ADN, on ne peut pas jouer avec l'ADN. On peut tout casser, tout le process de fabrication. Donc tous les chidushim ne sont pas des chidushim que nous-mêmes on peut faire. Alors c'est quoi ces chidushim-là? Ki'im shechasidut ichayut chadash. La chassidoute, c'est une nouvelle, on va avancer dans les mots, après je vais essayer d'expliquer. La chassidoute est une vitalité nouvelle. Chayut atzmi de prinat yichida. Une vitalité essentielle du niveau de yichida.
וכאשר חיות חדש זה של החסידות נמשך בעולם, lorsque maintenant cette vitalité en plus, elle est descendue dans ce monde-là, je saute la parenthèse, התחילו כל ענייני העולם לחיות בחיות חדש. Toutes les choses du monde, ils ont commencé à vivre d'une nouvelle manière. חיות עצמי, une vitalité essentielle, ובמילא נתחדשו בהם כמה וכמה עניינים, et grâce à l'étude de la chassidoute, elle s'est révélée et elle a innové dans plein de domaines. Juste avant de continuer, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer, ça veut dire quoi cette phrase-là? Une vitalité nouvelle? Ça veut dire qu'il y a une nouvelle dynamique en fait qui se crée. Très bien. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer, ça veut dire quoi une nouvelle dynamique? Est-ce que Quelqu'un peut m'expliquer, ça veut dire quoi une nouvelle dynamique? Une nouvelle manière de penser. Très bien, Une chose. très bien. Non, c'est-à-dire qu'il y a une énergie nouvelle Mais- qui se crée et que en fait Ça va plus vite. chaque élément crée une nouvelle énergie sur les autres éléments. Répétez. En fait, il y a une David, c'est quoi une nouvelle énergie? C'est un nouveau emprunts. compréhension supérieure. Très bien, nouvelle Moi, je entrée. ne me mettais pas au niveau compréhension, c'était juste au niveau C'est quoi une nouvelle énergie? dynamique. C'est quoi une nouvelle dynamique? C'est-à-dire que c'est une nouvelle dynamique, c'est une nouvelle, pas une nouvelle compréhension, une manière de comprendre qui peut être différente. Nouveaux intérêts. Chaque chose, chaque façon mot de voir apporte les quelque choses. chose en plus, etc. Une nouvelle manière d'appréhender la chose. Une fois, hein, il y a quelqu'un qui écrit au rabbi. Et il dit, oh là là, c'est dur, j'ai des problèmes de parnassa, j'ai des problèmes pour élever mes enfants. Ma vie, c'est que des problèmes. Alors lui, il attendait que le rabbi il allait pleurer avec lui. Le rabbi lui fait, Baruch Hashem! Cela veut dire que vous êtes vivant. Ouais, c'est-à-dire que l'essentiel est là. Quelqu'un qui est mort, il a rien, il sent rien. Tu le frappes, il a pas mal. Ouais, Quelqu'un qui est dépressif, quand tu le frappes, il est pas mal. Oui, mais c'est une réponse qui pourrait marcher pour tout. Lorsque quelqu'un il entend ça, bien évidemment, avec mes mots à moi, ça ne donne pas. Vous savez, comme certaines blagues qui ne se disent que dans leur langue origine. Donc, j'ai pas le texte original. Mais en tout cas, le monsieur, une fois qu'il a reçu la réponse du rabbi, il a une nouvelle dynamique, je pense. Pourquoi il a une nouvelle dynamique? Parce qu'on lui a donné une nouvelle vision plus profonde que la vision que lui-même il avait étudiée. Donc tout à l'heure vous avez dit, mais après vous êtes contredit. C'est une nouvelle compréhension. Alors c'est pas une nouvelle compréhension parce que la chose elle est nouvelle. C'est une autre manière C'est à l'intérieur de la chose qui existait déjà. Je prends le voile, je révèle le voile, j'enlève le voile et on voit avec une autre. Vous prenez un diamant, vous prenez quelque chose, vous ne lui donnez pas le bon éclairage. Il n'a pas la même. Vous lui donnez le bon éclairage, vous le montrez. C'est quoi le principe d'un vendeur, d'un commercial? C'est la chose, tout le monde l'a. Un bon vendeur, c'est quoi? Il va vous montrer exactement les meilleurs côtés de la chose. Donc la chose, elle est là, le stylo, il est là. Mais il va vous donner un aspect différent. Et ça va amener cet aspect différent, il va amener une nouvelle vitalité, une nouvelle dynamique. C'est subjectif. Dans certains cas, bien sûr, c'est subjectif. Bien sûr, c'est subjectif. Mais lorsqu'on parle de la Torah, que la Torah est émette, c'est quoi? C'est une nouvelle, on dévoile un certain voile, on dévoile une nouvelle dynamique, une nouvelle, pas seulement vitalité, un nouveau boulevard. Vous savez, pourquoi inventer et créer est la seule manière de sortir en période de crise? Pourquoi inventer et créer est la seule manière de sortir en période de crise? Parce que lorsque tout le monde a tout, comment tu fais pour gagner de l'argent? Il faut créer quelque chose que personne n'a. Et à ce moment-là, tu donnes une nouvelle dynamique, tu donnes une nouvelle raison aux gens de dépenser. Tu donnes une nouvelle autoroute où les gens ils peuvent s'engouffrer. Si maintenant c'est une invention qui va servir à serrer les vis, bon, il faut avoir des gens, des bricoleurs. Mais imagine maintenant que c'est une invention planétaire, quelque chose qui peut amener un meilleur quotidien de chaque personne. Donc là, tu n'as pas créé un boulevard, tu as créé 10 autoroutes. 10 autoroutes. Pourquoi? Parce que tu as créé une nouvelle vision que personne n'avait auparavant. Donc à ce moment-là, tout le monde réveille et hop, ça relance une économie entière. Une économie entière, ça relance. Mais la chose, elle n'existait pas. Le matériau, on ne l'avait pas. Le truc, on ne l'avait pas. Bien sûr qu'on avait tout ça.
Mais on a fait un nouvel aspect, une nouvelle dimension, une nouvelle vision, une nouvelle approche de la chose. Ça a dévoilé une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique. Donc la dynamique et l'énergie proviennent d'une vision différente qu'il y avait. La nouvelle énergie, et qu'on peut voir, l'énergie que Baruch Hashem, peut-être les chassidim ont, l'énergie dans l'Avat Israël qui est donnée, l'énergie dans la Torah et les mitzvot, l'énergie qui est dans certaines choses. Comment ça se fait que les autres, malheureusement, on en voit qu'ils en ont moins, ou qu'ils ne l'ont pas, en tout cas celle-là? Parce que là, on a révélé une nouvelle approche de la Torah qu'avant on n'avait pas. Cette approche, pas ancienne, cette approche jusqu'à maintenant que la Torah l'a eue, c'est évidemment, la Torah c'est Emet. Mais là, dans cette Torah qui est Emet, tu es en train de révéler l'ADN de cette Torah-là. Et ça, c'est ce qu'on appelle une nouvelle énergie dans la Torah. Une nouvelle énergie dans la Torah, c'est créer un nouveau boulevard, une nouvelle autoroute et une nouvelle manière de penser. Donc, c'est quoi ces nouveaux produits qu'il y a? C'est une nouvelle pensée, une nouvelle manière de penser. Avant, il n'y avait pas. Quand avant, il n'y avait que des chevaux, les gens, tu leur aurais demandé quelle voiture tu veux, qu'est-ce que tu aurais imaginé pour rouler. Eh bien, ils vont te dire, moi, jusqu'à maintenant, j'avais que 4 chevaux dans ma diligence. Je veux en 8. Après, j'en veux 16. J'en veux 36. J'en veux ce que tu veux. Ah, pourquoi jamais personne n'a pensé à avoir une voiture? Parce que personne n'a trouvé cette nouvelle énergie. La voiture en elle-même, quand elle a été créée, elle a créé tout un pan nouveau d'économie. Et à la fin, tout ce que les gens ils avaient comme à boire, à manger, ils sont partis le mettre à l'intérieur d'une voiture. Donc ils ont créé. Est-ce que le matériau fer n'existait pas? Est-ce que le matériau combustion, la voiture à combustion, à explosion, il n'existait pas l'explosion? Ça existait, ils avaient des revolvers. Donc ça existait l'explosion. Est-ce que le cylindre, vous n'avez pas? Bien sûr qu'il y avait du cylindre. Est-ce qu'il n'y avait pas du cuir? Bien sûr qu'il y avait du cuir. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait une nouvelle synergie, une nouvelle vision de comment tu pourrais utiliser le matériau, l'explosion, le foie, le gasoil, le truc, tu as fait une nouvelle synergie, tu as créé un nouveau boulevard. Même dans la Torah, il y a une chayout. Cette chayout-là, ce qui existait auparavant, bien évidemment, mais là tu l'as mis en avant, tu l'as mis en réveil. Tu l'as mis tu l'as dévoilé, tu l'as mis en sous la lumière des projecteurs. Et ça, c'est le lien de Chassidut Chabad. Ok? Et Gam Mitam Ze, on va terminer avec ce dernier séif. Gam Mitam Ze, Nimshela, Torah Chassidut. Alors maintenant, donc là, ce qu'on a dévoilé, c'est une ADN. Alors, Gam Mitam Ze, Nimshela, Torah Chassidut, des Shemen, des Razin, des Razin. Alors maintenant, nous avons dans la Torah, nous avons la Torah qui a été plusieurs fois comparée à certains liquides, à certaines boissons. On a la boisson qui s'appelle de l'eau, Le vin. Et l'huile. Et après le lechaim, on le laisse pour le favorite. Le mashke, c'est pour le favorite. Le mashke, ça marche avec. Le mashke, ça marche avec. Alors maintenant. Aussi les assis cérémonies. C'est quel? C'est Aussi les assis cérémonies. Le mashke, c'est le yechida de favorite. c'est Hein? C'est Xaïn. Donc, l'eau, c'est on va appeler ça le pshat, le sens simple de la Torah. Mais on va l'étudier plus tard. Le sens simple de la Torah, c'est dans les prochains. Donc on va pas travailler tout de suite. Le vin, c'est les secrets de la Torah. De la Torah. L'huile, C'est que de la secret. c'est Razin des Razin. Secret des Tunisiens. Secret des secrets. C'est pour ça que les Tunisiens ils connaissent bien l'huile. Ils sont Dedans, secret des secrets. Et la chassidoute, donc la Kabbale, et plus particulièrement la chassidoute, elle va être comparée à quelle boisson, à quel mashka, à quel liquide? Non pas à l'eau, non pas au vin, mais à l'huile. Les secrets des secrets. Alors, le Zohar, c'est le vin, hein? Non, le Zohar, c'est aussi les secrets des secrets, mais pas au niveau. Le vin, hein, ça va être le reste. Ça va être Midrash, Remez. La Chassidut, c'est tunisien, alors. Et oui, c'est pour ça que... je ne voulais pas le dire, mais c'est pas grave. Vous m'avez obligé de... Alors maintenant, donc, qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant, la question elle est, pourquoi tu me compares l'huile? La
chassidoute. Le vin aussi. Nichnasi ayin yatzasod. Lorsque tu donnes à boire à quelqu'un du vin, il va sortir aussi ses secrets. Et en plus, le vin aussi s'appelle le secret. Si je peux boire de l'huile, tu peux Il y a d'autres secrets qui vont sortir. Celui-là. Ça devrait être plus lourd pour sortir de l'huile. Alors maintenant, on va le voir. Bien évidemment, on a compris. Parce que la différence entre le vin, c'est à partir de raisin. Le raisin, ça donne combien de temps pour pouvoir extraire d'un raisin? Tu appuies comme ça, tu appuies, tu appuies. C'est-à-dire que quelque part à l'intérieur du raisin, il est quasiment révélé. T'as pas touché l'ADN. T'as pas touché l'ADN. Quoi? Il y a des vins qui Les sont zaït, vieux. le zaït aussi, rapport. Et c'est pas vin, c'est Ça, pas c'est autre. on n'a jamais dit jus de raisin. Le vieux vin. Justement. Pour du bon vin, il faut généralement n'essayez pas de longtemps m'avoir. travailler. Monsieur, mon cher monsieur, que je t'arrive le nom Cher à monsieur, caméra, d'accord. vous ne mourrez pas. Le différence. Non, je rigole. Le différence entre le vin vieux et le vin jeune ou d'autres vins n'est pas lié avec le mode et le procédé de pression. C'est avec le temps. Tout simplement, c'est tout. Donc, cela veut dire que le même procédé. C'est pas juste un appui. Dès comme ça. qu'on touchait, c'est déjà le Non, mais non, pour avoir, non, pour avoir du bon vin, ça va dépendre des cépages, ça va dépendre du combien de temps il est resté au soleil, ça va dépendre à quelle date, ça va dépendre de quelle altitude, ça va dépendre de quelle région je vais l'avoir, ça va dépendre de quelle manière il a été arrosé, ça va dépendre de combien de temps il a eu de l'eau et pas de l'eau, de combien de temps il a eu de pluie, etc. Une fois que j'ai pris le vin, j'ai pris le raisin, j'ai écrasé le raisin, mais pas de la même manière comment j'écrase de l'huile ou des autres matières pour avoir de l'huile essentielle. J'ai écrasé le vin, j'ai pris des poudres, j'ai écrasé. Ce liquide-là qui sort, il est en grande quantité. Il était pas, c'est pas, la difficulté dans le vin n'est pas de l'écraser, d'en sortir le raisin, le vin, le jus. La difficulté dans le vin, c'est quoi? C'est comment je le conserve, comment je le travaille, comment je le fais. Donc ce même raisin que j'ai, au bout, donc j'ai 3 cuves. Une cuve, elle a 6 mois, c'est du Beaujolais. Une autre cuve, elle va avoir 1 an, 2 ans, ça va être un autre vin. Et l'autre cuve qui va avoir 15 ans, 20 ans, il va avoir un autre prix. Mais le mode de procédé de fabrication, c'est le même. Alors que pour l'huile, là, c'est autre chose. Tu es obligé d'écraser. En vérité, c'est quasiment de la matière, l'huile. Tu es obligé d'écraser très fort pour en sortir de son essence. À la base, stam comme ça, on ne peut pas faire sortir de l'huile. Essayez d'écraser et prenez, mais faites du vin tout seul, prenez des raisins, vous écrasez, vous avez du jus, prenez de l'huile, écrasez-vous avec la main, vous allez voir, vous n'allez pas avoir de l'huile. À l'olive, vous la Et prenez de l'olive, écrasez comme ça, vous n'allez pas avoir de l'huile. Vous n'allez pas avoir de l'huile. Faut forcer, donc la chose, elle se trouve de manière beaucoup plus cachée. 2 fois moins, ça va aujourd'hui. Ou je m'inquiète, ou je suis content. Alors, Shemen, Inekuda. Alors, Shemen, c'est pour cela que de cette raison-là, Nimshel la Torah Tachasidut le Shemen Razin de Razin. C'est pour ça que la Torah Tachasidut elle a été comparée à l'huile, au secret de secret, et donc à l'huile. Shemen, ou Nekudat Atamtsit Shel Kol Davar. L'huile, on ne l'a pas que avec de l'olive. Vous avez de l'huile de sésame, De noix. vous avez de l'huile de noix. Mais est-ce que vous avez déjà vu de l'huile dans la noix? Est-ce que vous avez déjà vu de l'humidité dans une noix, Ribono Shel Olam? Dans une noix? On a de l'huile de noix. Est-ce que vous avez déjà vu de l'humidité dans une noix? Alors, encore pire, de l'huile. Mais tout va dépendre du procédé. Si maintenant vous arrivez à écraser, vous arrivez à trouver, à aller chercher dans l'ADN de l'huile les toutes petites sortes de graisses qui existent à l'intérieur de petites sortes, là vous arrivez à en sortir. Mais ça c'est à travers un travail très difficile. Donc l'huile n'est pas juste un principe d'huile parce que j'ai du raisin, j'ai de l'huile, j'ai de l'olive. Le principe de l'huile, c'est l'essence. L'essence. C'est pour ça qu'on a de l'huile essentielle de tout ce qu'on veut. Et c'est l'essence de chaque chose, l'huile. Et pour cela, comme l'huile c'est l'essence de chaque chose, c'est pour cela que l'huile, je la compare à la chassidout, à la yechida. Parce que la yechida, c'est l'essence qu'il y a dans chaque chose que j'ai. Et qu'est-ce qu'on voit dans l'huile? Il a une particularité. Maintenant, venons faire encore pire que cela.
Mitzadatzmo, l'huile de son côté à lui, va mettre de l'huile, il se mêle à aucun autre élément. Kimei meyoto. Et pourquoi maintenant il se mêle à rien? Parce qu'il est au-dessus de tout. Le vin, il se mêle à tout ce que tu veux. Tout le jus de fruits, il se mêle à tout ce que tu veux. L'huile ne se mêle à rien. N'importe quelle huile que tu veux, tu le mets n'importe où. Mais quelle est l'autre particularité de l'huile? Demandez aux Tunisiens. Oui, parce que comme elle se mêle, mais parce qu'elle est plus légère. Si maintenant vous avez un autre liquide qui est plus dense que l'huile, eh ben, il va rester vers le bas. Le haut et le bas va te parler de densité. Mais l'autre particularité de l'huile, c'est quoi? L'autre particularité de l'huile, demandez aux Tunisiens. Elle s'enflamme ou pas? Conserve. Il s'enflamme. Non. Il a fait ma commande. Il n'est pas oxydé. Non, parce que j'essaie de trouver le bon mot pour... il s'infiltre partout. L'huile s'infiltre partout. Enlevez une tache d'huile. Comme le liquide. Ah, enlevez une tache d'huile. C'est pareil qu'une tache de vin. Quoi? Une tache de vin. Une tache d'huile, ça s'infiltre pas plus qu'une tache d'autre chose? Non, une tache de vin, c'est pareil. Mais peut-être parce que dans ce coup-là, la tache de vin, elle est un peu de l'essence. Mais la tache d'huile, ça s'infiltre plus. C'est le degré, c'est-à-dire l'eau, le plus simple, ça s'enlève facilement. Le vin, ça s'enlève un peu plus difficilement. Et l'huile... Et la particularité de l'huile, c'est qu'elle a deux absurdes. Elle a elle a deux contraires. D'un côté, en tant que mashka, en tant que liquide, il est toujours séparé des autres. Mais de l'autre côté, il a sa capacité de s'infiltrer à l'intérieur de tout. Quand ils veulent faire dans les usines comment on appelle ça, de la mayonnaise ou autre chose, ils sont obligés d'avoir un procédé très très précis de comment on chauffe l'huile pour qu'elle puisse s'infiltrer avec tout le reste des aliments. Donc il faut un travail très très particulier pour que l'huile elle rentre. Mais une fois qu'elle rentre, c'est elle qui fabrique, c'est elle qui s'infiltre à l'intérieur des choses. C'est pour ça qu'on dit que... Bon, je ne pouvais pas avoir 3 sur 3, hein. Je suis obligé de avoir 2 sur 3. C'est trop beau. Si on peut se faire, les refilms ils disent que l'huile, pour la santé, c'est la pire des choses. Pourquoi? Parce que l'huile, quand ça rentre, pour l'enlever, c'est-à-dire l'huile, il n'y a pas pire, quoi. Il connaît, hein. Non, c'est les fluides, quand l'huile, ça rentre, après, pour l'enlever, c'est une galoute, quoi. Ça veut dire... en général, on pense que l'huile, justement, c'est la chose la plus dure à enlever, parce que ce qui rentre vraiment, ça rentre dans les orchides, dans les veines. Le chemin. C'est classe, mais oh là De là, toute façon, là, regardez, là, j'ai un ami, il est maigre. Mais comme il aime bien manger, pire que l'huile. il est parti faire des trucs, il a un taux de cholestérol de fou. Il y a un pire que l'huile. Pourtant, il est maigre. Parce que ça s'est infiltré à l'intérieur de... Bon, peut-être. Ça, je ne connais pas trop. Ah, ce qu'ils insistent, c'est que l'huile, ça rentre vraiment chaque. Ok? Le métabolisme pour l'éliminer. Oui, mais parce que c'est-à-dire que ça, non, c'est-à-dire que c'est pas comme le reste des aliments, quand on devient gros. Là, c'est plus que ça rentre à l'intérieur et ça s'infiltre à l'intérieur de tout, quoi. Bon. Si maintenant l'huile, elle était liée avec des secteurs. Donc le vin est un secteur. Là, je me mêle au secteur. L'huile, c'est un secteur comme un autre. Je me mêle au secteur. Mais puisque l'eau est un secteur comme un autre, je me mêle au secteur. Le vin et l'eau sont appropriés à des secteurs de manière générale. Lorsque tu parles de l'essence d'une chose, une essence n'est pas liée avec un secteur. L'essence, elle est au-delà de tous les secteurs, puisqu'elle se trouve partout sans être nulle part. Elle se trouve dans tous les endroits et dans tous les endroits. Donc, même si ma peau, c'est pas la même molécule que mes yeux, et c'est pas la même molécule que les ongles, elle va se trouver dans ma peau, dans mes yeux et dans les ongles. Donc d'un côté, elle est au-delà de tout. Donc si elle est au-delà de tout, elle ne peut pas se mêler. Mais de l'autre côté, elle n'est pas liée à un secteur. Donc elle peut s'infiltrer très profondément. Mais bien évidemment, on ne peut pas retrouver à l'intérieur de l'huile la totalité de la comparaison de la chassidoute. On prend qu'une partie. Laquelle? C'est qu'elle a aussi les extrêmes, l'huile. C'est quoi les extrêmes? C'est l'extrême qu'elle est au-delà de tous les autres sortes d'aliments, mais en même temps, elle s'infiltre totalement à l'intérieur de tout.
ולהיות העצמי נמצא הוא בכל דבר, כי העצמי נמצא בכל. étant donné qu'elle est עצמי, elle est essentielle, elle se trouve dans toutes les choses. ודבר זה, ככל העניינים שבפנימיות התורה, et cette chose-là, comme dans toutes les autres choses de la Torah, pardon, dans la deuxième page, tu as pas la deuxième page? Tu as là? Cela. Alors, ודבר זה, ככל העניין שבפנימיות התורה, cette chose-là, comme dans toutes les choses qui sont à l'intérieur de la Torah, מתבטא גם בנגלה דתורה. Maintenant, au passage, c'est possible que l'alcool, qui est en fin de compte, c'est l'ADN du vin, puisque le vin tout seul, c'est rien. Puisque le vin tout seul, c'est du jus de raisin. C'est du jus de raisin. Donc, c'est quoi l'alcool? C'est lorsque j'ai pris ce vin-là, je l'ai fermenté. Est-ce qu'on peut le comparer à l'essence? Alors, mais d'avarze. Ah, c'est pour ça que l'alcool, ça reste. Parce que de l'autre côté, on peut dire que tu mets du jus de raisin dans une voiture, ça ne va pas faire brûler. Tu mets de l'alcool dans les tanks. Les tanks, ils ont fait en sorte que les tanks, ils ont une capacité de brûler tout ce qui est inflammable. Donc tu mets du jus de raisin, c'est pas inflammable le jus de raisin. Tu mets de l'alcool, c'est inflammable. Donc au final, peut-être que l'alcool est un niveau supérieur à l'intérieur d'un produit. Donc l'alcool, ça va être l'ADN du fruit. Mais bon, c'est pas encore l'ADN de tout. Bon. La liqueur. Je ne peux pas dire plus. C'était une idée comme ça. ודבר זה, ככל העניין שבדמות התורה, מתבטא גם נגלה דתורה. Cette chose-là, que l'huile est à l'intérieur de tout, mais reste à l'extérieur de tout, et séparée de tout, מתבטא גם בנגלה דתורה, elle s'exprime aussi à travers les parties révélées de la Torah. Ad v'alakha lema'aseh. Jusqu'à dans les actions concrètes, dans la halakha concrète. Comme on l'a dit, le shemen se mélange pas, et de l'autre côté, il s'imprègne dans tout. C'est pour ça que la Torah Chassidut, elle a été comparée à l'huile. Parce que la Chassidut aussi, d'un certain côté, elle ne peut pas être étudiée en même temps que de la Gemara. Elle est obligée d'avoir un livre totalement à part. Parce qu'elle n'est pas dans les halachot, elle n'est pas dans les choses. Parce qu'elle est séparée. Mais de l'autre côté, comme on va voir plus tard dans tous les ce qu'on va étudier, elle est mitpachet, on peut retrouver de la chassidut dans n'importe quelle halacha de la Torah. C'est pour ça que c'est l'ADN, parce qu'il est partout. On peut la retrouver partout. Et l'exemple qu'on va trouver, à partir... Alors, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, nous faisons un voyage chez le Rabbi, Bezrat Hashem. Donc, jeudi prochain, je ne serai pas là, je suis désolé. C'est un concours de circonstances par rapport à la semaine dernière qu'il y a eu les vacances. Mais si Dieu veut, après, à partir de la semaine d'après, si Dieu veut, on sera toujours là jusqu'à qu'on terminera cette sikha. Maintenant, donc on ne reprendra pas ce jeudi prochain, il n'y aura pas. Le jeudi d'après, on reprendra. Et qu'est-ce qu'on va étudier à partir de là? On va étudier que nous avons 4 niveaux d'études dans la Torah. On a le pshat, remez, drush, sod. Ça va être très important pour nos travaux futurs. Pshat, le sens simple. Remez, l'allusion. Drush, l'étude un peu ésotérique ou ésotérique. Et le sod, c'est le secret de la Torah. Et on va voir que dans une chose comme tout simplement le mot dernier, les fanecha, melecha et bekaya, donc la phrase qu'on dit tous les matins, on va retrouver le sens de cette phrase-là d'après le sens simple, d'après le pshat, d'après le remez, d'après le drush, d'après le sod, et on va voir qu'au final, le sod, il peut être rattrapé à travers, on va le voir que le sod, il est dans le pshat, dans le remez, dans le drush et dans le sod. Chazak ou baruch.